Bonsoir à vous tous. C'est une lecture c'est un commentaire rapide que je ferai sur ce livre, Économie utile pour des temps difficiles, prix Nobel d'économie. C'est un livre coécrit par euh, Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo. Esther Duflo. Je le fais vraiment avec un plaisir. Ça, c'est la première parce que j'adore la lecture. Bien sûr, dans ce commentaire, hein, c'est pas une lecture c'est juste un commentaire sur ce livre, donc Économie utile pour des temps difficiles, coécrit par Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo. Pourquoi je le fais? Ça me rappelle un agréable souvenir quand même, qui remonte à 2018. Je vais mélanger entre l'anglais et le français. It's a quick comment about this book written by both Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo, Économie utile pour des temps difficiles. Nice economy, quiet economy for hard times. I will check out if there is the original title. Yeah, good economics for hard times. In its English version. First of all, my congratulations to the winners of the Nobel Prize of Economics in 2019. So my congratulations to Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo. Donc mes félicitations pour les lauréats du prix Nobel d'économie de 2019, que sont Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo. C'est en 2018, donc c'est pour Esther Duflo, hein. Esther Duflo en particulier, bien sûr à son mari, à toutes les personnes qui vont voir ça. C'est en 2018 que j'ai dit, hop, ce sont toutes les problématiques économiques. C'est en 2018, dans cette intervention vidéo, que j'ai cité Esther Duflo. Donc le titre, c'est Cherif Aissat, le futur de la santé en Algérie, et le FMI, c'était en 2018. En 2018, j'avais utilisé les cours en santé. Les cours qu'a donné Esther Duflo au MIT. Donc, ce sont des cours accessibles en open access sur le site internet du MIT. Donc, j'ai utilisé ces cours dans la santé. À l'époque, en 2018, c'était pour parler de la réforme du système sanitaire algérien, du système de santé en Algérie, tel qu'ordonné par le FMI et la Banque mondiale. Ça, c'était à l'époque, en 2018. Bon, maintenant, à l'époque, je dis, c'était pour bloquer la réforme de la santé. À l'époque, en 2018, il y avait une grève de médecins et de résidents. De résidents et de médecins spécialistes. Il y avait un problème d'affectation des ressources, affectation des ressources humaines ou matérielles dans les structures de santé en Algérie. Donc, to Miss Esther Duflo, it was in 2019 that I have used your courses at the MIT Massachusetts Institute of Technology about health, water and education, especially the
your courses about the health in the underdeveloped countries. So after discovering your book, I was really, really, really delighted. And in French, I have said que les cours d'Esther Duflo doivent être lus et suivis en Algérie, dans la mesure où ils étaient libres d'accès sur le site internet du MIT. Donc c'était en 2018, j'avais recommandé vivement les cours d'Esther Duflo sur la santé, sur l'éducation et sur santé, éducation et pauvreté, je pense. L'eau. L'eau. J'avais recommandé ça. Donc aujourd'hui, bon, donc c'est vraiment un plaisir pour moi de faire de dire, du moins c'est pas un commentaire, hein, c'est plus ce que je pense de ce livre Économie utile pour des temps difficiles. Good Economics for Hard Times. For Hard Times. Donc bon, il sera teinté, mes mots seront teintés de politique algérienne, de ce qui se fait en Algérie, de ce qui se prépare en Algérie. Il sera probablement pas plutôt dans des mots modérés, mais ils sont des, je vais dire, ce que je pense, ce qui attend l'Algérie, en deux mots probablement assez durs, et l'intention n'y est pas du tout. Hein. L'intention n'y est pas du tout. Donc, Madame Esther Duflo, Monsieur Abidjit Banerjee, je vais commencer ces mots sur votre ouvrage. J'ai lu la version française. Je souhaite vivement recevoir la version anglaise de votre part. Bien sûr. Je vais vous faire, je vous proposerai un deal. Un deal. La partie qui me concerne, je la réaliserai peu importe si vous entendez mes mots ou pas. Peu m'importe. Donc je vais vous envoyer un email sur le MIT, via le MIT. MIT. Hop. Donc, nous sommes en 2023. En 2018, j'avais parlé de la santé en Algérie, j'ai parlé d'autres choses, d'autres aspects. J'ai parlé d'autres aspects. Donc maintenant, je vais commencer ces quelques mots, hein, vraiment quelques mots très très légers sur ce livre que je viens de lire. Il dit qu'il sera teinté de politique. Donc, à Esther Duflo et Abidjit Banerjee, je passerai sur quelques chapitres de votre livre. De votre livre parce que ce sont des chapitres qui intéresseront beaucoup, énormément, un de mes intimes qui est actuellement en prison en Algérie, Ihsan El-Qadri. Le chapitre en particulier dont je veux parler, ce sont tous les passages dans lesquels vous avez parlé des startups. Ça, c'est un sujet qu'appréciait beaucoup, qu'aimait particulièrement Ihsan. Ihsan El-Qadri, journaliste, militant algérien.
l'intime qui a été condamné à 7 ans de prison pour un motif économique fallacieux. Actuellement, il est en prison. Donc, avec un peu d'émotion, with big emotion, Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo, I don't know if it will be possible for me to offer this book, the French edition of your book, to my brother Hassan Al-Khadi. He is in jail. He stood up for me to say these words. I want to offer him this book when he will become free. Hassan Al-Khadi. Donc, à Esther Duflo, to Esther Duflo, I was really delighted when I discovered your book. Really delighted. Because in 2018 I have said that Esther Duflo deserves to become a Nobel Prize in economics. In 2018, I have said, I did this prediction. And this prediction is now true. J'ai dit aussi que si elle devenait prix Nobel d'économie, probablement que j'apprécierais moi ses écrits. I have also said that maybe if she will become the Nobel Prize of economics, I will reduce the pace of my readings, of his writings, of course. Pourquoi il dit ça? Parce que quand on devient une notoriété économique, une célébrité économique, un statut d'autorité dans un domaine aussi vague que l'économie peut être préjudiciable à l'économie, à la vie des citoyens, à la vie de tous les humains. Et j'ai à l'esprit les mots de Friedrich von Hayek quand il a reçu son prix Nobel en économie. Il dit que c'est son allocution dans la cérémonie de remise du prix Nobel. En économique, bien sûr. J'ai aussi, dans des lectures récentes, les mots d'un autre prix Nobel en économie, en économique, Joseph Stiglitz, qui a dit que l'économie est loin d'être parfaite. Je vais rester sur ce mot de Stiglitz. J'ai pris quelques notes. Je vais essayer de les dire maintenant, de passer en revue quelques-unes. Esther Duflo and Abhijit Banerjee, you have dealt with the preferences in your book. Dans votre livre, vous avez parlé des préférences. Dans un livre palpitant, coécrit par Jean-Jacques Herland, prix Nobel d'économie, et Robert J. Schiller, qui se pose pour Robert J. Schiller, Fishing for Fools, The Economics of Manipulation. Ça, c'est un livre coécrit par Jean-Jacques Herland et Robert J. Schiller. Il s'est radicalement opposé à un autre
prix Nobel d'économie, Paul Samuelson, qui a traité des préférences révélées, de Revealed Preferences. George Akerlof et Schiller ont complètement incendié cette approche de Samuelson, ce concept de préférence révélée, Revealed Preferences, de Paul Samuelson. Madame Estelle Duflo et Monsieur Abhijit Banerjee, dans votre livre, j'ai l'impression, dans cette impression, que Paul Samuelson, qui a été votre collègue au MIT, est une référence académique, une référence universitaire de premier plan pour vous. Pour moi, Paul Samuelson, Amartya Sen, Milton Friedman, et d'autres, il y a d'autres. Ce sont des prix Nobel d'économie que j'aime, en économique, que j'aime lire beaucoup. Voilà. De Paul Samuelson, Amartya Sen et Milton Friedman, et il y en a d'autres, que j'aime lire énormément, pour les détester cordialement un peu plus. Dans votre livre, donc dans ce livre-là, vous avez parlé de Paul Samuelson et de son fameux théorème, dit théorème de Samuelson et Stolper, qui est venu en correction, en ajustement, probablement en dénégation complète du théorème Olin et Heckscher. Olin et Heckscher, d'autres prix Nobel d'économie. Prix Nobel d'économie, et vous avez précisé dans votre livre que au triste sort de Samuelson et de Stolper, son théorème ne fonctionne pas. C'est-à-dire, soumis au test empirique de l'économie positive, son théorème, les résultats de son théorème sont peu soignés. Ce que j'ai vraiment apprécié dans votre livre, dans ce livre, c'est la présence de vos familles respectives, de la famille d'Esther Duflo ou de la famille de Abhijit Banerjee. La présence des familles. À vous deux respectés économistes, je vous dis que moi aussi, ma famille est très importante dans ma vie. Malheureusement, les conditions actuelles de l'Algérie font qu'il m'est impossible d'aller lui rendre visite. Cette douleur est encore plus dure quand je repense à cet ange qui a fait de moi ce que je suis, qui a fait de moi ce que je fais actuellement. C'est grâce à cet ange, affectueusement surnommé jar, une jarre, a jar in English, a jar, earthenware jar. In English, c'est elle. C'est une compatriote d'Algérie, de Tizi Ouzou, son village s'appelle Ouagnoun. En plus d'être
un amour d'exception pour moi, en plus d'être un amour d'exception pour moi, c'est une femme dont l'humanité, au sujet de laquelle l'humanité risque d'entendre, en bien sûr. Donc c'est Jean de Kabylie, spécialiste dans un domaine de la mathématique plus proche de la logique floue que d'autres choses, là, faisait logique. Ce bijou, c'est un diamant, hein? C'est un diamant. She is a diamond. Will become, has the abilities, has the means, she has the means to become a very well known in the world, of course, to become a very known person, a famous person in her domain, which is near the fuzzy logic. The fuzzy logic. She is a marvel. I will do it. I'm doing this command with thinking about her a lot. And, Estelle Duflo, vous avez dit dans votre livre que vous aimez beaucoup de personnes. Abhijit aussi, moi aussi j'aime beaucoup de personnes. Nous manquons beaucoup de personnes. J'aime des personnes. En tête desquelles il y a ma mère, ma famille bien sûr, et cette femme. Bon. Oh. Le premier point que j'ai envie de dire à propos de votre livre, il m'a agréablement impressionné. Il m'a impressionné. C'est un livre qui impressionne parce qu'il a abordé énormément de sujets. Énormément de sujets. D'ailleurs, c'est une grosse brique que j'aimerais bien lire en anglais. Maintenant que je l'ai lu en français, je voudrais bien le lire en anglais. Il y a assez longtemps, 2014, un professeur émérite en économie de l'Université de Montréal m'a reproché d'avoir traité énormément de sujets dans une conférence. C'est un professeur émérite de l'Université de Montréal. Actuellement, il travaille au Cyrano de Montréal. Cyrano de Montréal. Je ne sais pas. Il m'a reproché. Donc, par moments, j'ai eu des difficultés à suivre la cadence de votre livre. Hein. C'est une cadence très palpitante. C'est un rythme très soutenu. Estelle Duflo et Abhijit V. Banerjee, j'éviterai tout commentaire sur tout ce qui touche à l'environnement. Parce que c'est très dense, c'est complexe, c'est compliqué à démêler, mais je veux tout simplement vous dire que dans ce domaine, mes lectures, dans ce domaine, mes interventions sur YouTube, ou bien dans la presse, ou bien dans mes ouvrages que j'ai publiés, tant aux États-Unis qu'en France, j'ai abordé ces sujets. J'ai commencé à les aborder depuis 2014. Dans ce domaine, je cite uniquement un seul événement. Les économistes du consensus de Copenhague, basé à Washington, ont écrit un livre en
En anglais, I think that the title is The 10 Biggest Problems. The 10 Biggest Problems. The title is like this. Donc, je l'ai lu, j'ai vu les chiffres qui ont été publiés, je pense avoir détecté des erreurs dans les calculs, j'ai saisi ces économistes sur les erreurs de calcul qui ont servi à interpréter ou à fournir des théories. Donc, j'ai envoyé un email à ces économistes, à un économiste du groupe, qui a eu la gentillesse de me répondre pour me dire qu'il a reçu mon email, qui s'est engagé à vérifier si la correction de si l'erreur que j'ai signalée était réelle, et il s'est engagé à me tenir au courant. Si réellement c'est une erreur, il me dira que c'est une erreur et il confirmera ou infirmera mes calculs à moi, sur la base de ces chiffres, bien sûr, hein, de leurs chiffres. Si ce n'est pas une erreur, donc j'aurai l'équation utilisées dans leur modèle, ça, c'est le développement durable. Pour les startups, j'ai dit que c'est un chapitre, toutes les informations qui concernent les startups de la Silicon Valley Co. Je préfère laisser ça à mon frère Ersan El-Khabi, à la lecture. Probablement que je ferai, rien que pour lui, rien que pour ma joie, de lui signer un papier, pour les médias qu'il dirige, je le ferai, bien sûr. Quand je dis que je signerai gracieusement, bénévolement. Ça, c'est une marque d'amitié. Esther Duflo, à la page 288, vous avez parlé du dilemme du climatiseur. Le dilemme du climatiseur est une illustration particulièrement déchirante de l'arbitrage auquel l'Inde est confrontée entre présent et avenir. De façon plus générale, jusqu'à l'accord de Paris 2015, l'Inde avait simplement refusé d'envisager de limiter ses émissions de CO2. Donc ça concerne le développement durable, ça concerne les changements climatiques, la détérioration du climat, ce qui est appelé actuellement la décarbonation. Avant l'accord de 2015, il y a le rapport Stern, dont vous avez parlé, de Lord Stern. Ça, il y avait le protocole de Kyoto et ses protocoles additionnels. Et ce problème du climatiseur pose toute la problématique des externalités et des internalités, au sens économique, bien sûr. Donc, mais ce que me rappelle le dilemme du climatiseur, me rappelle une anecdote de Robert Barrow sur les contrats complets et les contrats incomplets. Robert Barrow est professeur d'économie à Chicago ou Harvard. Bon, je peux me tromper d'université, mais c'est pas grave, mais c'est Harvard ou Chicago. Robert Barrow avec Jagdish Bhagwati sont probablement parmi les économistes les plus attendus comme lauréats de Nobel en économique. J'ignore s'ils l'ont reçu, en particulier Barrow. Hein. Pour Jagdish Bhagwati, je n'ai pas de certitude.
je ne suis pas vraiment à jour. Donc, pour Robert Barrow, professeur à Chicago, sur les contrats complets et les contrats incomplets, ok, surtout dans le domaine économique. L'impossibilité de rédiger un contrat complet et incomplet. Ça, c'est aux États-Unis d'Amérique. Donc, Robert Barrow avait demandé l'installation, la dotation de son bureau à l'université d'un climatiseur. Il a commandé le climatiseur, il a été livré, le climatiseur lui a été livré, et Robert Barrow a dit à ses collègues de l'université qu'il a commandé un climatiseur et qu'il a rédigé un contrat complet. Quand le service d'installation et le climatiseur étaient dans son bureau, ils l'ont déballé, ils ont vérifié la conformité de la marchandise et les personnes chargées de la livraison ont quitté le bureau de Barrow. Et Robert Barrow leur a dit, et l'installation de ce climatiseur dans mon bureau? Les personnes chargées de l'installation de ce climatiseur lui ont répondu que cette exigence est absente du contrat. Ça, c'est pour l'anecdote sur le climatiseur. Bon, bien sûr, là, ça, c'est l'anecdote sur les contrats complets. Mais maintenant, en parlant de contrats complets, que pensez-vous? Est-il possible à des pays comme l'Algérie de réaliser des contrats complets? Elle va se faire pigeonner, vu tous les systèmes. À, à, à la page 235, à la page 235, vous avez parlé de Paul Romer, économiste américain qui a dirigé la Banque mondiale. C'est vrai que son mandat à la Banque mondiale a été houleux, comme l'est d'ailleurs le mandat de l'actuelle directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, quand elle est passée par la Banque mondiale. Bref. Ça, on passe, ce sont des histoires assez sérieuses. Donc, pour Paul Romer, vous avez dit dans votre livre qu'il a proposé la construction de villes. En Algérie, la construction de villes relève de ce qu'il y a de plus horrible en termes de destruction des terres agricoles. Lors de mon dernier voyage en Algérie, en quittant la zone de l'aéroport d'Alger, j'ai été choqué de voir des plaines et des terres agricoles massacrées par des cités dortoirs. Ces cités dortoirs ressemblent à celles qui entourent Delhi, en Inde. En parlant de l'Algérie, donc, elle a ravagé l'État algérien. En particulier, quand nous parlons d'État algérien, ce sont les militaires et la façade civile militaire, la façade civile des militaires qui contrôlent l'Algérie, qui serrent les Algériens, qui pressent les Algériens comme plus que des citrons. L'oppression et la répression dans mon pays de naissance font très mal. Donc, la construction de villes proposée par Paul Romer, un ancien économiste en chef de la Banque mondiale, ou bien même président de la Banque mondiale, s'est réalisée en Algérie
malgré eux, ou avec eux, avec la volonté des autorités algériennes. Est-ce que les décideurs en Algérie ont entendu parler de cette technique de développement économique? Ça, c'est pour Paul Romer et ce que fait la Banque mondiale en Algérie actuellement. Maintenant, ça fait, disons, plus d'une année maintenant que même si le FMI et la Banque mondiale continuent à taper sur l'Algérie, aucune information ne circule, aucune information n'est rendue publique. Le très peu d'informations rendues publiques concernent l'ouverture de banques algériennes en Afrique, en Mauritanie et Sénégal. Je vais en parler maintenant sur Ricardo. Et le lancement de lignes aériennes, le Hub and Spoke System, entre Alger et Johannesburg, entre Alger et Leningrad, entre Alger et Addis Abeba en Éthiopie et autres, Alger et Dakar, etc. Alors que qui pourra démontrer l'efficacité économique de ces projets, des banques, etc. Pour ma part, sans s'agir d'une démission, j'en ai parlé depuis 2015, de cette histoire pseudo-ouverture. J'arrive maintenant à l'économie à proprement parler. L'économie positive, hein, c'est-à-dire la pratique économique à proprement parler. Si pour vous, Samuelson fait partie de l'élite du top des théoriciens économiques, pour moi, je suis un ricardiste jusqu'au bout des ongles. David Ricardo demeurera ad vitam aeternam mon théoricien économique number one. Peu importe les critiques que subissent ces théories, y compris et surtout de Samuelson, entre autres de Samuelson, David Ricardo demeure le révolutionnaire numéro 1 de l'économique. Sauf que dans ses avantages, je préfère plutôt dire son approche de la monnaie. C'est David Ricardo qui a démontré que la monnaie n'a pas de valeur intrinsèque. Autrement dit, la monnaie n'a que la valeur que nous lui donnons. Et la monnaie peut être représentée par n'importe quel symbole, n'importe quel bien à qui nous accordons le critère dit de moyen d'échange, réserve de valeur, etc., d'instruments de paiement. Ouais, valeur d'échange, instrument de paiement, valeur de réserve, etc. Donc ça c'est Ricardo, moi je suis un ricardiste. Vous avez raconté, vous avez parlé de David Ricardo dans votre livre en disant qu'il a été un élu. Oui, si tant est cela est vrai. David Ricardo a acheté son mandat, c'est-à-dire il a payé avec de l'argent des électeurs pour voter pour lui. David Ricardo n'a jamais fait de campagne électorale. Puisque les Anglais
de Grande-Bretagne, hein. Les sujets de la reine ou du roi à l'époque ont voté pour lui, donc c'est un élu. Sauf que c'est Ricardo qui les a payés. L'autre qualité de Ricardo, il est généreux. C'est lui qui a pris en charge l'autre économiste qui était son intime, mais qui était très pauvre, Robert Malthus. Robert Malthus. L'autre trait de David Ricardo, c'est qu'il a déshérité ses enfants. David Ricardo faisait partie d'une famille de 18 enfants. La mère et le père de David Ricardo ont eu 18 enfants. Il est mort relativement jeune, 58 ans, 60 ans à l'époque. Parmi ces châteaux, il y a le château de Windsor, qu'il a offert à la famille d'Angleterre, au roi d'Angleterre, de Grande-Bretagne, hein, plus exactement. Donc, en continuant sur des anecdotes, ça veut parler de Schumpeter. Schumpeter, dans l'anecdote, on lui a posé la question sur ses objectifs dans la vie. Il en avait 3 objectifs. Schumpeter leur a répondu qu'il en avait réalisé 2. Il en manquait un 3e. Sur le 3e, sur justement le 3e objectif de Schumpeter qui a un lien avec la femme. I recommend you to look for that one in Vienna. Je vous recommande de chercher l'anecdote sur Schumpeter à Vienne, en Autriche. Je viens à l'autre côté. Parmi j'ai pas de difficultés, hein, mais je suis un peu surpris qu'actuellement, c'est-à-dire depuis 1990, que j'ai commencé à m'intéresser réellement à l'économie. Il n'y a plus de révolutionnaire en économie. Le seul qui a révolutionné l'économie, c'est John Maynard Keynes. Il a révolutionné l'économie. John Maynard Keynes était un dur, en théorie, qui détestait ce marché qu'on marche sur ses plates-bandes. C'était vraiment un dur. C'est le seul qui a résisté à Milton Friedman. Milton Friedman a regretté de l'avoir attaqué à l'agonie, hein. Quand Milton Friedman était à la fin de sa vie, il avait regretté d'avoir été un monétariste pur et dur. Il avait regretté de s'être attaqué à John Maynard Keynes. Parmi les célèbres accrochages de Keynes, il y a celui qu'il a eu avec Knut Wicksell, mathématicien, économiste, redevenu mathématicien. Knut Wicksell était suédois. Quand Keynes a produit son traité sur la monnaie. Pardon, ça c'est Knut Wicksell qui est passé par la bagarre, qui a connu les réactions un petit peu sur les bagarres avec les autres économistes, etc. et certaines théories transportées. Knut Wicksell, son petit livre de critique a été très très intéressant, hein. Il est quelque part ici chez mon frère. Ce sont
Les nounours, ce sont les jumeaux de mon frère. Ce sont eux qui rangent mes livres. Ce sont eux qui s'occupent de tout ça. Et j'ignore où est-ce qu'ils ont tout bousillé, là. Actuellement, ils sont partis au stade jouer au football. On est dimanche. Ah, ça, c'est... vient de... je pense que je vais arrêter, même si j'ai pas mal de notes. C'est la fatigue. Euh, J'étais vraiment touché par vos mots sur les migrants. À la page 436, le migrant bangladais préfère rester à côté des siens, etc. Euh, euh, les mots que vous avez écrits sur les enfants, sur les souffrances de certains enfants, me font penser, y compris les enfants suisses, me font penser aux enfants canadiens qui ont été torturés, aux enfants canadiens qui ont été torturés dans des établissements religieux. Euh, ce et ce, vous avez parlé des élasticités. Élasticité, donc en mélangeant les élasticités, contraintes budgétaires, le panier de la ménagère, voilà, etc. Moi, quand je me rappelle, enfant, donc à 6, 7 ans, 7, 8 ans, ma mère, Yima Ahmed Yima, je t'adore, euh, ma mère a commencé à m'envoyer au marché, faire le marché. J'ai été initié au marché par mon père. Enfant, je l'accompagnais au marché, je voyais comment il achetait, mais sans rien dire. À 7, 8 ans, ma mère m'envoyait faire les courses, le marché, parce que mon père travaillait à Alger. Et nous étions nous vivions dans le village. C'est grâce à ma mère que j'ai une maîtrise excellente des élasticités. L'élasticité économique, c'est un gros morceau là. Les élasticités en microéconomie. Hein. Ce n'est pas un professeur d'économie qui m'a appris ça, c'est ma mère. Et ma mère ne sait pas écrire son nom. Donc ça, c'est comment on apprend à partir de la maison, à partir du village, à partir de la communauté locale, etc. Donc ça, c'est pour l'élasticité et le rôle de l'éducation de la femme. Ce qui... Je suis resté sur ma faim. Quand j'avais commencé à lire votre livre, je me disais, je suis sûr et certain que Abhijit et Duflo vont citer Esther Bosrop, Ostrom. Esther Bosrop, c'est une femme, c'est une économiste d'exception. Elle a remis en cause toute la théorie des rendements marginaux décroissants. Elle a parlé des rendements marginaux croissants. Et Ostrom, prix Nobel d'économie, with the Commons, elle nous fait revivre ce que c'est la ruralité, la pauvreté. En parlant de ruralité et de pauvreté, je suis triste de constater que ce sont uniquement les économistes qui parlent de pauvreté. Ce sont les pauvres qui doivent parler le plus de pauvreté. Mais les pauvres, généralement, sont dignes. Ils acceptent la douleur.
quels que soient les mots, quelles que soient les théories utilisées par un économiste, il manquera toujours, toujours, au moins 3 éléments dans la pauvreté d'étude. Le ressenti que ressent un pauvre. Un économiste, impossible. Il est impossible à un économiste de dire, parce que pour moi, un économiste est dans une université, est dans une grande école, est dans un grand centre de recherche. L'économiste, il est impossible à l'économiste de dire comment s'en sortir de la pauvreté sans l'avis même du pauvre. C'est un autre élément. Et la mise à l'épreuve de l'économie doit être testée chez les pauvres. Sur cet aspect, j'ai beaucoup apprécié sur ce que vous avez écrit tous les deux. Parlons toujours de la pauvreté. Nous aboutissons à tous les instruments de mesure de la pauvreté, sauf un seul. Et maman? Sauf l'économie, la dignité. Donc, peut-être les derniers mots que je dirais sur votre livre. Esther Duflo Abidjet, what do you want? What do you mean by the good economics and the bad economics? De la bonne économie et de la mauvaise économie. Vous avez abordé cette question sans définir ce qu'est la bonne économie et ce qu'est la mauvaise économie. Si vous dites qu'il y a la bonne économie, qu'il y a une mauvaise économie, s'agit-il de la bonne économie prônée telle que décrite par les économistes, par les Nobel, par les sociologues, etc. Ou bien les politiques économiques ordonnées par des dictatures comme en Algérie. Pour la mesure du PIB tel que défini par Simon Kuznets, on est parlé, bon, à une autre occasion, peut-être que je referai une intervention sur les PIB et tout ce qui manque dans les PIB. Pour le dernier élément, pour le dernier élément, juste pour le fun. Vous avez utilisé des descriptions, des chiffres, etc. Il a été très difficile pour moi de séparer la corrélation de la causalité. Dans votre livre, très intéressant à lire, la causalité et la corrélation sont restées floues dans ma lecture. Et j'étais un peu surpris par votre appellation, le vocable des 30 glorieuses. 30 glorieuses de 1945 à 1975, les 30 années glorieuses de la croissance économique. Si les 30 années de 1945 à 1975 ont été glorieuses en économie, c'est probablement à cause de ça. La Deuxième Guerre mondiale, John Keegan, pour permettre aux États-Unis d'Amérique de lancer le fameux plan Marshall à travers
l'érection d'une banque internationale, l'IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, la Banque internationale pour la construction et le développement. C'est 30, de 1945 à 1975, ces 30 années de croissance sont les conséquences de génocide. Et dans votre livre, il manque aux différents génocides de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait rattacher les conséquences de la Première Guerre mondiale. Sont probablement justement John Maynard Keynes qui a freiné les coûts de la réparation imposés à l'Allemagne. L'Europe et les États-Unis d'Amérique surtout n'auraient pas bénéficié de cette Trente glorieuse. Pour terminer, Esther Duflo et Abhijit Banerjee, pourquoi toutes les courbes, tous les graphiques en économique sont représentés à travers un repère orthonormé, du moins, plus exactement, normé. Ah, il est là. Pourquoi cet angle est droit? Cet angle droit représente-t-il la rationalité? Représente-t-il, sert-il à représenter la maximisation du profit? Ou bien est-il difficile pour les économistes actuels d'aller vers des espaces, vers des graphiques à 3 dimensions, à 4 dimensions, avec des nombres complexes, sur des repères non orthogonaux? Ça, c'est un sujet que j'ai commencé à traiter, mais ce que vit ma patrie m'a obligé à abandonner, du moins à mettre de côté ça. Abhijit Banerjee, Esther Duflo, thank you so much for this book. Please, would you be kind to send me the English version? I need it, and I promise to Ihsan Qadi that I will offer him this one. A copy of this one, of course. A copy of this one. And so, thank you for what you are doing for us. And God bless all your family. Why not? Yeah, God bless all your family. My best regards, Shirif Aissat from Montreal.